retrouve aujourd'hui pour vous faire encore, oui, un update lecture. Et cet update lecture est principalement, alors pas le premier livre mais tous les autres oui, des livres que j'ai lus grâce à vous pour le vous avez choisi mes lectures. Je vous mets le vlog numéro 1 ici parce que la majorité sont dans le vlog numéro 1 et puis quand je commencerai ceux du livre, quand je commencerai à vous parler des livres du vlog numéro 2, je vous le mettrai là-haut aussi. On va commencer avec Hybride, donc le seul qui ne faisait pas partie de ce vlog, comme je le disais, de Gwendoline Vervel, le tome 1, La levée du voile, aux éditions Scrinéo. Alors, ce livre, on a eu la chance de le recevoir, Elorine et moi, séparément, enfin genre 2 fois. On sait pas trop si c'est une erreur ou pas, parce qu'il y a un autre livre qu'on a demandé 2 fois aussi, et qu'on a eu qu'une fois. Donc on sait pas trop si c'est volontaire de leur part, peut-être qu'il n'y a pas assez de monde qui l'a demandé, j'en sais rien. Mais donc on l'a lu en même temps dans le vlog où on fait des lectures communes, voilà. Je suis pas convaincue, je sais pas si ce vlog est sorti entre temps. S'il est pas sorti, bah évidemment vous l'aurez pas là-haut, mais s'il est sorti, vous l'aurez là-haut. Voilà. Et donc on l'a lu en même temps, et là pour le coup on n'a pas eu le même avis. Je détaillerai pas pour Laurine, mais moi on va détailler ici, parce que Laurine, les livres de ce vlog, elle ne les fera pas en update lecture, voilà. Moi je fais toujours tous mes livres que j'ai envie de vous présenter en update lecture. Laurine pas, quand elle les met en vlog en règle générale, elle vous les présente pas autrement, mais moi oui. Malheureusement il a une note toute pourrie puisque je lui ai mis 7 sur 10, alors ça va, clairement 7 sur 10 c'est pas tout pourri non plus, mais c'est juste que ça l'a pas fait pour moi, en fait. Je comprends bien le potentiel, je comprends bien en quoi il peut plaire, mais moi juste ça l'a pas fait. Soit j'étais pas dans le mood, soit c'était pas fait pour moi, mais ça l'a pas fait. Je vais le dire 35 fois pendant ce livre-là, je suis désolée, mais non. Déjà pour commencer, je n'avais pas envie d'y retourner. Jamais. Genre, ça m'arrive avec des livres très bons et je perçois qu'ils sont bons et je suis en mode vénère après moi-même, en mode putain pourquoi j'ai pas envie de retourner à mon livre, j'ai envie d'aller lire. Pourquoi là j'ai... Enfin, je voudrais aller lire mais j'ai pas envie. Je sais pas si vous avez cette sensation vous, mais moi ça m'arrive régulièrement, surtout en ce moment. Mais sur celui-là j'avais juste pas envie de revenir, ça m'intéressait pas, l'histoire m'intéressait pas. Ce qui est dommage parce que l'histoire est pas mauvaise, c'est d'ailleurs le seul point positif que j'ai noté, il y a du potentiel. Voilà, je perçois du potentiel derrière, ça pourrait être une bonne histoire, mais là ça l'a pas fait avec moi. Voilà. Notamment par exemple, dans l'écriture, je sais pas si c'est dû au style ou autre chose, mais tout était sur un même plan. J'avais l'impression que c'était censé être aussi passionnant une description d'une page et demie d'un chalet, je dis n'importe quoi, que des actions de fou qui se passent avec des risques de mourir, ce genre de choses. C'était vraiment sur le même plan, la description et les risques de mort, et j'étais en mode ok, je suis pas embarquée là. Ça, c'est sans oublier le début qui était long et ennuyeux, je sais jamais, parce que bon, on sent bien qu'il y a une nécessité de placer l'ambiance, une nécessité de placer l'univers, mais là ça m'a pas embarqué quoi. Il y a des manières de le faire qui peuvent embarquer, ou je sais pas comment font les auteurs, mais je vous le dis, ils le font, et là c'était pas bien fait. Sur une autre dimension, je n'ai aucun souci à sortir Princesse Cucu quand il le faut, parce que je sais qu'il le faut, mais là je m'attendais pas à ce qu'il y ait des trucs Cucu. Du coup Princesse Cucu n'était pas de sortie, c'était juste moi, et c'était trop Cucu pour moi. Et enfin le truc qu'une personne crédule comme moi n'aime pas, j'ai vu plein de choses venir. Voilà. Et ça c'est triste, parce que si moi, qui me laisse porter par les livres, qui passe pas son temps à mener l'enquête, qui cherche pas outre mesure et deviner des trucs, j'imagine bien que les gens qui devinent déjà souvent ont deviné aussi. Bref, c'était pas que cette lecture était immonde, c'était sympa, mais vraiment ça ne l'a pas fait avec moi. Et oui, vous y attendez à ce que je dise ça. Bah voilà, c'est la dernière fois que je le dis. Pas pour moi. Et on commence avec les lectures que vous m'avez choisies, et ça c'était beaucoup plus pour moi. Eh hey donc, Le Peuple de l'air, tome 2, Le Roi Maléfique de Holly Black, aux éditions Rajo. Bah, c'était trop bien, en fait. Je lui ai mis 9,5 sur 10, donc c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une excellente lecture. J'ai mis 9,5. Allez savoir pourquoi, puisque je n'ai pas noté de points négatifs, donc je me fais confiance sur la moi au moment où je l'ai noté, pourquoi il y a eu 9,5 et pas 10, parce que je peux mettre des 10 sans mettre de coup de cœur. Mais écoutez, voilà. Sachez juste que la fin finit avec un cliffhanger incroyable. Si vous êtes sensible au cliffhanger, procurez-vous le 3e tome dans la foulée. Ou attendez de l'avoir dans votre palle pour lire le 2e peut-être. Alors déjà, on va commencer avec la base de la base de la base, d'un truc que moi j'adore. Les rappels.
Les saints rappels. Oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous espacez beaucoup vos lectures de tomes d'une même série, vous avez besoin de ces rappels, et il y en a qui ne les font pas du tout, ou alors qui les espacent sur tout le roman, et c'est chiant, parce qu'une fois que t'arrives à la fin du roman, t'as plus besoin des rappels. Genre soit parce que t'es passé au-delà, tu t'en fous, soit parce que tu t'en es rappelé tout seul. Là, ils sont super bien dosés, super bien faits, ils sont au début, il y en a pas mal, mais ils sont très utiles, et après, on nous fiche la paix avec, donc c'est très chouette. Notons aussi, même si c'est pas inattendu, qu'il s'est lu extrêmement vite. Laurine les a tous lus en 24 heures, moi j'ai mis 2-3 jours je pense, un truc du style, mais quand même, c'était rapide. J'ai aussi beaucoup aimé les phrases de flashback, c'est-à-dire que vous allez avoir en italique des fois, quand l'héroïne pense à un truc, une phrase qu'elle a entendue dans un tome précédent ou plutôt dans le tome, qui fait écho à ce qu'elle vit, à ce qu'elle fait, etc. Et j'ai trouvé ça très chouette, vraiment, ce côté, je suis vraiment dans la tête de mon héroïne, et j'ai vraiment des scènes précédentes qui repassent dans ma tête en même temps que dans celle de l'héroïne, et ça c'était chouette. Et d'ailleurs, en parlant de l'héroïne, je vous ai pas fait de résumé, mais je veux dire, au bout d'un moment, je pense que vous en avez bouffé du peuple de l'air, du prince cruel, du roi maléfique, etc. Donc je suis pas convaincue que ce soit nécessaire. Les complots politiques aussi. Les complots politiques, de base, je disais toujours que j'aimais pas trop les complots politiques. Franchement, j'ai l'impression que soit j'ai grandi, soit en fait je me mentais à moi-même, mais j'aime bien les complots politiques. Voilà, en tout cas là, ils sont très bien réussis, et je les ai beaucoup appréciés. J'ai aussi beaucoup aimé l'héroïne, très humaine, très consciente aussi de ses faiblesses, du style ambitieuse, du style fonce toujours tête baissée dans les problèmes, et on le voit, et l'héroïne en a conscience, et ça j'ai trouvé ça très cool. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait aussi une fin vraiment effrénée, où sur la fin, tant au niveau des événements qu'au niveau de votre propre lecture, on ne peut plus s'arrêter. C'est vraiment un effet boule de neige de ça engrange ça, et ça engrange ça, et ça engrange ça, et ça engrange ça, et c'était très très chouette. Et du coup ça a été très très dur de s'arrêter, trop dur de s'arrêter, c'est même pour ça que j'ai enchaîné sur le suivant. Merde, l'effet est raté. Sur le suivant. Donc si j'avais suivi scrupuleusement de manière très professionnelle ce que vous demandiez, vous vouliez que je lise autre chose puisque ce livre ne faisait même pas partie de ma palle à l'époque. Mais comme je vous le disais, il y avait un cliffhanger immonde, je n'ai pas pu m'arrêter, donc j'étais en mode si ça se lit aussi vite que le premier tome, vous me pardonnerez aisément. Voilà. Donc je me suis penchée sur La Reine sans Royaume, qui est, comme je vous le disais, le troisième et dernier tome de la série, toujours au Librac, toujours aux éditions Rajo. Petit point, faites attention, je trouve que certains livres sont bien imprimés et d'autres pas du tout. Donc vraiment c'est un livre que je vous conseille d'aller acheter vous-même en magasin, parce que le contour doré autour de chaque lettre est déjà plus ou moins bien fait en fonction du truc. Et il y en a qui sont vraiment complètement décalés, je trouve ça vraiment moche moi. Il y en a d'autres qui sont en mode ouais ça pourrait être fait exprès, pourquoi pas. Moi vraiment j'aime pas ça. Donc faites bien attention, voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire sur le sujet. Le tome 2 juste avant, je lui ai mis 9,5 sur 10, celui-ci 9 sur 10. Je l'avais trouvé un peu plus addictif, un peu plus sympa le tome d'avant, mais il est toujours excellent, attention, hein, je dis pas le contraire. Alors bon, toujours ce petit point sur les rappels, moi je les ai enchaînés donc j'avais pas besoin de ces rappels, mais le fait qu'ils soient là, je tiens encore une fois à le souligner et à dire que c'est trop bien. J'ai aussi noté exactement la même chose que sur le précédent, donc j'irai vite dessus, les phrases flashback et le fait que c'est très addictif, ça se lit très vite, je crois que je l'ai lu plus vite que l'autre encore. Ça donne mon verdict sur le Enemies to Lovers que j'ai trouvé finalement bien fait. Voilà, j'avais peur qu'il soit très mal fait. Au final, il était très bien, ça m'a plu, donc c'est chouette. Ça ne fait pas de moi une fan des Enemies to Lovers, toujours pas, hein. Mais, dans celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Pour ne pas spoiler, je ne dirai pas plus que ce que j'ai écrit dans mon carnet, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les relations entre l'héroïne et Fang et Grima Mog. Voilà, c'est deux autres personnages. Alors Grima, pour moi, on la découvre que dans ce troisième tome, ou en tout cas on la rencontre que dans ce troisième tome. Fang, je sais plus. Non, vraiment je sais plus. Pour être très honnête, je sais même plus qui c'est. Haha, voilà, mon cerveau passoire. Mais en tout cas, j'ai adoré les relations que l'héroïne avait avec. Le seul point négatif que j'ai noté, alors que je n'en avais pas noté pour le tome précédent, donc c'est peut-être pour ça que je vais virer un petit demi-point, c'est l'épilogue. Voilà, d'habitude j'aime pas les épilogues parce que c'est toujours, souvent, en mode ils se marient et eurent beaucoup d'enfants. En tout cas dans les romances c'est ça. Là c'est pas le cas, hein. Je vous dis pas si ça finit bien ou mal, mais en tout cas c'est pas ce genre d'épilogue. Par contre, l'épilogue, j'aime bien quand il est genre 5-6 ans après les événements, pour savoir où en sont les personnages une fois que tout est rétabli, tout est terminé, tout est bouclé. Là, c'est pas le cas. L'épilogue, il tombe très peu de temps, je crois, après les derniers événements du chapitre d'avant. Et j'avoue que j'aurais préféré, moi, qu'on laisse un peu plus maturer l'histoire, les personnages, les relations, tout ça, qu'on attende un petit peu plus pour savoir ce qu'il en était.
Donc tant pis pour moi. Je sais pas s'il y aura un jour un autre bouquin sur l'univers. Je sais qu'il y a une sorte de préquel du pourquoi le prince Cardan n'aime pas les contes ou les histoires, ou je sais plus exactement. Mais moi j'aurais bien voulu un mini épilogue plus loin quoi. Voilà, donc c'est le seul petit point négatif que j'ai à lui noter. Donc si vous n'avez pas compris, excellente série qui m'a beaucoup plu, moins qu'à Laurine je pense, parce que je crois que Laurine a eu des coups de cœur pour, moi j'ai pas eu de coup de cœur. Le premier je sais plus si j'ai un coup de cœur, mais en tout cas ces deux-là, je n'ai pas eu de coup de cœur. Mais c'est une série que je vous recommande fortement si vous voulez vous lancer dans la fantasy, on va dire, très anglo-saxonne. Et je vais vous présenter le livre qui a fait transition entre les deux vlogs, puisque c'est avec celui-là que j'ai terminé le premier vlog, la première partie, et que j'ai commencé la deuxième partie. Donc deuxième partie, je rappelle que je vous mets là-haut si elle est déjà sortie, mais normalement oui. Et il s'agit de Gardien des Cités Perdues, tome 5, Projet Polaris, de Shannon Messenger, aux éditions PKJ ici, en grand format, c'est chez Lumen. Je suis désolée, à nouveau, je vais skipper le résumé pour deux raisons. Raison numéro 1, Laurine en est la fan numéro 1 ou presque, donc clairement, vous l'avez suffisamment entendu ce résumé. Et numéro 2, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman et pas mal sur le suivant aussi. Et j'ai déjà pas mal parlé sur les premiers, donc on va enchaîner. Bon, déjà je lui ai mis 8,5 sur 10. Dans mes petites notes, j'ai principalement noté que Kif me manque, goddammit. Le personnage de Kif, qui d'habitude est très présent, ne l'est pas trop dans ce tome-là, ou pas assez à mon goût, et c'est une tristesse incroyable, puisque je l'aime de toute mon âme, c'est clairement mon personnage préféré, sans aucun doute, et je veux le revoir plus souvent que ça. C'est scandaleux qu'on ne le voit pas plus, même si évidemment ça prend tout son sens dans l'histoire, c'est pas ça que je dis, mais juste j'aurais voulu le voir plus parce que je l'aime cœur sur lui. On parlait justement des rappels, et bien je trouve que dans Gardien des Cités Perdues, les rappels sont mouef, voire pas ouf du tout. Il y a bel et bien des rappels, mais ils prennent trop de temps, comme je disais tout à l'heure. Ils sont peut-être pas sur tout le bouquin, mais genre sur les 3/4 du bouquin, et l'intérêt est moindre quand t'en es aux 3/4 du bouquin et que t'as toujours pas compris pourquoi machin est bidule, ils sont la gueule, tu vois. Ça m'a pris trop de temps en fait, entre autres à cause des rappels, pour me mettre dedans, et pour me rappeler les événements qui ont eu lieu dans les précédents. Voilà. Je pense qu'un des facteurs qui n'était pas, c'est le fait que je lisais au boulot et que c'est ce que j'ai fini par dire, je crois, dans le vlog, en tout cas à Laurine. Il me fallait un minimum de concentration pour lire ce tome. Et quand j'avais pas la concentration ou pas l'énergie, quand j'étais trop fatiguée, même si j'étais à la maison, j'arrivais pas à visualiser en fait les événements, visualiser ce qui arrivait au personnage, visualiser les décors. Et du coup, j'en perdais en intérêt en fait, mais surtout je perdais en qualité de ma lecture si vous voulez. Et j'étais en mode non, j'ai pas envie de lire pour lire, j'ai vraiment envie de lire pour m'imaginer la chose, pour vivre la chose avec Sophie et ses potes. Et du coup, ce serait dommage de gâcher le livre en ne visualisant pas alors que je le fais d'habitude. Et enfin, dernière chose qui ne l'a pas fait avec moi, c'est tout simplement que les enfants / ados, parce qu'ils ont genre 15 ans dans celui-là à peu près, pas tous, puisqu'ils n'ont pas tous le même âge, mais à peu près, ils peuvent tous faire trop de trucs. Genre, les adultes peuvent pas s'en occuper, jamais, il y a vraiment trop de situations où il y a que Sophie ou que Fitz ou que l'un des membres du groupe qui peut s'en occuper, et c'est un peu gros quand même. J'aime pas ces bouquins où genre les adultes sont laissés de côté juste parce que le public c'est des enfants et les héros c'est des enfants. / ados. Bon, par contre, un truc que j'adore, enfin il y en a plein des trucs que j'adore avec cette série de Gardien des Cités Perdues, mais l'un des trucs que j'adore, c'est que j'adore monter des théories. C'est tellement propice à monter des théories, à dire c'est lui le coupable, c'est elle la coupable, non mais lui c'est un agent double, un agent triple, lui c'est un pote, lui c'est pas un pote, en fait c'est lui qui a causé tel événement, c'est elle qui a fait ça. Trop bien. Sans oublier que Sophie ne sait toujours pas, au tome 5, fin tome 5, qui sont ses vrais parents. Laurine m'a dit que là où elle en est, tome 8,5, elle connaît un des deux parents, même pas le deuxième, youpi. Donc j'ai hâte, ça veut dire que dans le 6, 7, 8, 8,5, je crois pas 8,5 parce que je crois qu'elle le savait avant. Donc il me reste 3 tomes max pour découvrir au moins de ses parents. Wouhou, j'ai hâte, mais pareil, 12 000 théories sur qui sont ses parents. Ça fait partie des mystères que t'as vraiment envie de résoudre. Dans le même ordre d'idée, au-delà des plots mystérieux et magiques de l'histoire, il y a aussi des plots amoureux, où vraiment je suis en train de faire, alors lui il va finir en couple avec telle personne avec telle autre, et je suis en train de faire des schémas amoureux dans tous les sens, et à chaque fois qu'il y avait une phrase qui sous-entendait, qui montrait un peu plus d'affection pour cette personne que pour une autre, j'envoyais un message à Laurine en mode « Hey Laurine, regarde, il y a encore une preuve là, il y a encore une preuve de ce que j'avance !» Et j'ai l'impression de mener l'enquête, c'est très drôle. D'ailleurs, en parlant de drôle, c'est pas un spoil, je pense pas, mais moi j'ai trouvé hilarant ce passage où il y a une discussion sur les garçons. Voilà. J'ai trouvé ça trop drôle parce que, effectivement, on va être honnête, dans la vie d'une adolescente,
d'un adolescent, il y a toujours un sujet sur la romance, sur les personnes dont tu pourrais être intéressé, avec tes parents, ce genre de sujet très très gênant, eh bien il y a ce sujet dans ce livre, et c'est très drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça très drôle. Tu le lis en tant qu'ado, t'es peut-être gêné, tu vois, mais moi en tant qu'adulte, je trouve ça très marrant. Bon, évidemment, je l'ai pas dit, mais c'était addictif et très fluide, parce que c'est Shannon Messenger, parce que c'est des briquettes et que ça passe quand même de manière très rapide pour la taille que ça fait. Et je vous les conseille vivement si vous voulez vous plonger dans un univers et tourner les pages sans vous poser de questions. Ensuite, Shannon Messenger a le don de bien écrire. Voilà, c'est là-dessus que découlent mes 2 points suivants. C'est donc le dernier gros point, c'est elle écrit trop bien. Parce que, il y a un moment où elle m'a mené de ouf en bateau, et quand j'ai... En fait, j'étais en mode, ah là là, j'ai deviné et tout, un peu trop facile et tout. Et après, il se passe autre chose, j'étais en mode, ah je n'avais donc pas deviné, trop bien. Du coup, j'étais contente de m'être fait mener en bateau, et cette dimension était très chouette. Deuxième raison pour laquelle elle écrit très très bien, il y a 2 passages qui m'ont rendu très 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 touchée, très émotive. Petite larme à l'œil, je pense pas que j'ai pleuré, mais au moins petite larme à l'œil, parce que c'était très bien écrit, c'était trop chou, c'était terrible, c'était trop bien. Juste, c'est trop bien écrit. Et j'ai hâte de me lire le suivant, qui est dans ma palle, tome 6, donc c'est Nocturna, si je dis pas de bêtises, Nocturnia peut-être, Nocturna donc. Il est dans ma palle, comme d'habitude, je sais pertinemment que je vais pas le lire tout de suite, mais je sais qu'il est là pour quand j'en aurai envie, et ça c'est chouette. Et puis qui sait, peut-être que c'est vous qui le choisirez l'année prochaine pour le Vous avez choisi nos lectures, tout comme, si je l'ai pas lu d'ici là, vous choisirez peut-être le tome 3 de Shades of Magic. Donc là, c'est le tome 2 que j'ai encore lu grâce à vous. Donc Shades of Shadows de V. E. Schwab aux éditions Lumen cette fois-ci pour de vrai. On va commencer avec le fait que je lui ai mis 8 sur 10 et que c'est le seul livre, ou presque, dont je vais vous faire un résumé dans cette vidéo parce que il était très très connu à l'époque où il est sorti en français et du coup Booktube l'a relayé un nombre de fois assez incalculable. Je crois que c'est en 2018. 2017-2018, il a dû sortir dans ces eaux-là, le premier tome. On l'a vu partout. Et depuis que la hype est passée, on le voit plus nulle part ou presque. Donc si vous êtes trop fraîchement arrivé sur Booktube, vous n'en avez pas trop entendu parler. Donc résumé vite fait du tome 1. Ensuite, Lila et Kel. Kel est un magicien qui a le pouvoir de circuler entre les Londres. Vous avez le Londres noir, qui a été dévasté par la magie, et on sait pas trop s'il existe plus, s'il a explosé ou un truc du style, ou s'il y a toujours un Londres noir et on n'a juste pas le droit d'y aller. Mais en tout cas, faut surtout pas aller au Londres noir. Vous avez le Londres rouge qui est abondant de magie, dans lequel la magie c'est normal et il n'y a pas de souci. Vous avez le Londres blanc dans lequel il y a de la magie mais il y en a tellement peu que les gens sont prêts à s'entretuer pour le peu de magie qu'il y a. Et vous avez le Londres gris, le neutre, oui trop bien, où il n'y a pas de magie, joie et bonheur. Donc d'un côté on a Kel qui circule entre ces royaumes, et c'est Londres tout simplement. Et de l'autre côté on a Lila qui est une voleuse dans notre Paris, enfin non pas notre Paris, notre Londres, le Londres gris. Et elle va voler un objet à Kel, sauf que c'est un objet magique et ça va du coup déclencher le reste de l'histoire que je vous tairai. Ce livre est si lourd, c'est ouf. Alors, déjà, j'ai commencé par noter un premier point positif, le personnage d'Alucard, qui se dit probablement Alucard, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de U en anglais, mais je me vois mal le dire Alucard. Alucard? Ouais, peut-être. Mais ici on va dire Alucard, hein, voilà. Donc le personnage d'Alucard, qui est, pour la faire courte, un corsaire, était très très chouette et je l'ai beaucoup apprécié. Surtout qu'au fur et à mesure du bouquin, plus on avance, plus on découvre des facettes différentes de sa personnalité, de son histoire et tout, et j'ai trouvé ça très très chouette. Un truc un peu moins sympa par contre, un peu moins chouette, c'est que j'avais tout vu venir sur une dimension spécifique du bouquin qui est censée nous retourner le cerveau, j'avais tout vu venir. Et du coup ça m'a fortement donné l'impression d'un tome passerelle. Parce que en fait on apprend peu de choses, il se passe peu de choses, je trouve, d'intéressant et d'important dans ce bouquin. Surtout d'important. Intéressant un peu, mais important, pas grand chose. Surtout quand on sait que j'avais déjà largement deviné et anticipé et intégré cette chose sur une partie du plot. Sur Lila en particulier, je vais pas vous dire quoi, mais j'avais déjà deviné. Du coup peut-être que ça paraît pas comme un tome passerelle quand on n'a pas deviné, mais comme moi j'avais deviné et intégré depuis longtemps l'info, voilà, c'était des pages perdues on va dire. C'est même d'ailleurs pour ça que j'ai dit et écrit que le ratio quantité-qualité dans ce bouquin est quand même pas ouf. J'ai l'impression qu'il est super épais, parce que je crois qu'il fait 640 pages. C'est ça, 640 pages. Il aurait pu en faire au moins 140 de moins, sans souci je pense, à moins que ça serve dans le tome 3, peut-être. Mais je pense que je ne m'en rappellerai pas suffisamment précisément pour me dire « Ah oui, ce passage est inutile quand je l'ai lu dans le tome 2, en fait ça sert dans le tome 3 ». Bon,
Voilà. J'ai beaucoup aimé et noté que les relations entre les personnages étaient très cool. Donc Alucard, avec un autre personnage que je tairai, va avoir une romance, ou un soupçon de romance. C'est pas exactement une romance, mais on sent que perso il y a une petite tension, il y a un petit truc. Et c'était très chouette et ça m'a beaucoup plu. Et vraiment, même si je suis pas une grosse fan de romance, enfin j'en lis plein, vous l'avez vu plus tôt dans l'année avec le vlog romance que je vous mets là si vous voulez. Mais c'est pas le truc que je préfère. Bref, là pour le coup dans cette série là, s'il n'y aurait pas eu de romance, ça m'aurait très bien été, et là il y en a, et du coup je suis trop contente. Donc j'espère que ça ira plus loin cette petite romance, parce que vraiment ça m'intéresse cette dimension. J'ai aussi apprécié la relation entre Lila et Kel, parce que c'est les deux personnages principaux, et j'aime bien leur relation, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie de donner trop d'indices sur le tome 1 ou celui-là, juste j'ai bien aimé leur relation. Enfin, dernière chose que j'évoquerai sur ce livre, c'est le tournoi. Il y a un tournoi de magie, je vais pas en dire plus, mais franchement c'est pas trop spoilant, ça va. Sauf que moi les tournois ça me hype de ouf, donc j'étais trop contente qu'il y ait un tournoi de magie, et au final je trouve qu'ils l'ont pas rendu très intéressant. On en voit assez de plans pour dire qu'il est quand même assez important et qu'on le voit assez dans les pages, mais j'étais pas hypée, j'étais pas dans le tournoi, j'étais pas impliquée de fou dans le tournoi de qui va gagner, qui va perdre, qu'il y a quelqu'un qui va mourir, enfin ok. Genre j'ai suivi le tournoi, c'était cool, mais pas plus que ça quoi. Ok, bref. Tournoi, chouette. Pas beaucoup de tournois, ok. Et ceci conclut mon avis sur Shades of Shadows, donc le deuxième de Shades of Magic. Pareil, peut-être que l'année prochaine vous choisirez le tome 3 en livre de ça va te plaire. Non, pas ça va te plaire alors. Vous avez choisi mes lectures, mais peut-être que je l'aurai lu entre temps, qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça sera une fin de trilogie que je serai donc ravie de lire parce que j'espère, je pense qu'on va repartir sur un haut et que vraiment ça c'était le bas et un tome passerelle et que le dernier sera mieux. En tout cas j'espère. Et c'en est fini pour cette update lecture. Je viens de capter que ce n'était que de la SFFF et en partie des briques plus ou moins grosses, mais des petites briques quand même. Donc je propose que littéralement vous mettiez une petite brique ou un mur ou un truc de bâtisseur. Genre si vous avez un casque de construction ou ce genre de truc, n'hésitez pas à les mettre en emoji du jour. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai fait envie ou si vous avez lu ces livres, si vous les aimez, si vous les avez aimés ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, bref, n'hésitez pas à parler en commentaire avec moi. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!